Bonjour. Bienvenue à tous. Bonjour. Je suis Aurore Lecomte de la Compagnie des Rêves Urbains. Et je suis Laura Bernard de la Compagnie des Rêves Urbains. On a désactivé en fait d'office vos micros et vos caméras parce qu'on est nombreux et ce serait difficile pour des questions de débit de voir tout le monde à l'écran en même temps. On va avoir une partie de présentation et à la fin on pourra avoir des échanges, on pourra réactiver. Pour d'abord introduire ce webinaire. Donc, ce webinaire, c'est dans le cadre de l'action La Ville en Jeu. La Ville en Jeu, c'est une action qui promeut des jeux pédagogiques pour parler d'architecture et de patrimoine ou encore de la ville. Et la dernière fois, donc le 28 mai, on avait fait un premier webinaire qui était consacré à la question de comment on peut utiliser des jeux pour animer un événement comme les Journées du patrimoine ou les Journées d'architecture, sachant que ce qu'on avait mis en avant, c'est que les jeux vont permettre d'attirer un public plutôt familial ou des enfants qu'on a parfois du mal à avoir sur ce genre d'événement. Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire pour savoir du coup ce que vous aviez pensé du premier webinaire. Donc on a vu que vous aviez été largement satisfait, ce qui nous a fait plaisir. Et on a aussi entendu vos remarques, qui est de prendre plus le temps de rentrer dans un projet ou dans une action, de le détailler. C'est pourquoi ce deuxième webinaire aura pour thème comment on peut personnaliser des jeux pour toujours animer un événement comme les Journées du patrimoine ou les Journées nationales de l'architecture. Dans le cadre de ces journées, on va utiliser donc des jeux qui peuvent être, on va rentrer en détail, qui peuvent être de différents, qui sont variés. Excusez-moi, je m'embrouille. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des jeux personnalisés à son territoire, à une thématique. Et donc, c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. On en a pour 1 heure. On va consacrer à peu près 40 minutes aux présentations et on se gardera 20 minutes à la fin pour répondre à vos questions ou échanger entre nous. Je crois que je vais te laisser la parole. Partage l'écran. Voilà. Alors, donc, on va en fait se concentrer principalement sur 2 jeux. Vous avez vu certainement dans le petit texte de présentation lorsque vous êtes inscrit. En fait, ces 2 jeux, on a pensé en fait à une journée d'animation type autour de 3 jeux, en pensant qu'il y aurait donc 2 animateurs pour animer cette journée-là autour de ces 3 jeux. Certains jeux, on en a rapidement parlé la dernière fois. Il y a un premier jeu qui est le jeu Archifreeze, qui est un jeu assez rapide. On rentrera plus en détail sur ce jeu-là après, qui va être en libre accès, qui peut facilement être utilisé pour commencer, on va dire, à jouer. Ensuite, le jeu Trivial Cité, qui lui va demander plutôt des sessions d'animation d'une trentaine de minutes. Pareil qu'on développera plus tard. Et ensuite, on propose de coupler ces jeux avec un jeu de construction qui est donc les défis des bâtisseurs. Donc sur Archifreeze, juste 2-3 mots, voilà. Ici, on peut voir, c'est un jeu qu'on propose en libre accès. On reviendra après sur comment on peut le personnaliser, ce jeu, comment on peut personnaliser les cartes pour l'adapter à son territoire, à son patrimoine. Donc c'est un jeu qui se joue très rapidement, qui permet notamment pour les personnes qui sont un peu frileuses à l'idée de commencer une partie, qui peuvent voilà, jouer, essayer de placer quelques cartes. On reviendra plus après sur la mécanique du jeu. Et puis ça permet aussi qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent, il y a d'autres personnes qui peuvent arriver en cours de partie pour échanger. Donc ça peut être aussi un moyen un brise-glace finalement pour les premières personnes qui arrivent sur cette journée d'animation. Ensuite, le jeu de Trivial Cité. On a 2 formes sur ce jeu-là. Un jeu classique version plateau et une version qui est la version que vous voyez à gauche, qui est la version sur une roue. Donc là, c'est vrai que par exemple, la version sur une roue qui tourne, ça fonctionne hyper bien pour des journées d'animation comme ça un peu particulières. Ça attire très vite l'œil, les enfants, les familles, tout le monde a envie de jouer. Donc c'est un peu plus attractif
que le jeu de plateau. Et ce jeu-là, par contre, mérite un vrai temps d'animation et on va dire une 30aine de minutes pour pouvoir faire une partie. Et ce deuxième jeu, donc on va aussi vous le détailler sur comment on peut personnaliser les questions pour que ce soit peut-être aussi en rapport avec votre patrimoine local, avec l'environnement urbain autour de vous. Et donc le troisième jeu, c'est donc un jeu qu'on appelait les défis des bâtisseurs. En fait, c'est tout ce qui est jeu de construction. Alors, nous, ici, on a mis deux types. L'avantage de ces jeux-là, c'est que ça peut s'adapter à n'importe quel support. Ça peut être des Kapla, des Lego, des briques en carton, comme vous pouvez voir sur les photos en bas. Ça peut prendre des dimensions aussi très différentes selon la place que l'on a à disposition. Et c'est un jeu qui peut se faire soit en libre accès, où on met des défis, par exemple, au mur, et ensuite ce sont les joueurs qui se lancent eux-mêmes leurs défis, qui essaient de trouver les solutions, ou on peut aussi décider de faire des sessions d'animation avec un animateur, comme on peut le voir à droite, qui va aider, en fait, aiguiller le joueur pour réussir à réaliser ses défis. Alors, on a sur ce jeu-là, on ne va pas beaucoup plus vous le détailler, mais du coup, on a une fiche catalogue. Dans le catalogue du site web de la Ville en Jeu, on a une fiche qui reprend en fait, nous, les défis qu'on a dans l'exposition La Ville en Jeu. Ça peut vous donner des idées. Vous pouvez en créer aussi plein d'autres. Il y a le livret solution. Donc, c'est vrai que si ce jeu-là se joue plutôt en libre accès, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas forcément un animateur tout le temps attitré à cet endroit-là. Donc, c'est pratique comme pour Archifreeze d'avoir un livret solution pour que le joueur ne soit pas forcément en attente des réponses d'un animateur. Et après, si c'est un atelier animé, dans ces cas-là, c'est l'animateur qui va aussi pouvoir apporter des connaissances pédagogiques sur ce jeu-là. Si jamais vous avez plus de place ou plus d'animateurs aussi, parce que là on est parti sur 2, vous pouvez aussi proposer d'autres jeux qui sont peut-être plus sur l'aménagement, mais qui parlent aussi du patrimoine ou de comment on va aménager la ville. Donc par exemple, il y a Tramway en vue, nous qu'on avait présenté par exemple pour les JNA, où il y a aussi City Planner. Voilà. Parce que c'est vrai que dans le catalogue, on a plus de jeux sur l'aménagement qui sont disponibles facilement que de jeux sur le patrimoine, mais ça peut très bien se combiner et vous pouvez du coup proposer plusieurs parties de jeux si vous avez 3 ou 4 animateurs disponibles. Voilà. Donc on va, sur ces 3 jeux, on a décidé donc de se concentrer principalement sur Archifreeze et sur Trivial Cité et de vous montrer en fait comment on peut du coup les adapter pour que ça réponde vraiment à votre demande pour parler de votre patrimoine ou de votre territoire. Donc on va commencer avec Archifreeze. Donc voilà, Archifreeze, c'est un jeu, la mécanique du jeu est assez simple, c'est une frise chronologique. Alors on a un plateau sous forme de frise, vous voyez en haut on a des petites illustrations qui montrent un peu les personnes, comment elles sont habillées, des événements clés, on a quelques dates clés et en dessous on a des emplacements sur lesquels il faut placer des cartes. Et donc le jeu initial est un jeu sur des bâtiments internationaux, plutôt européens, mais quelques-uns, on va dire, internationaux, et il faut les placer du plus ancien au plus récent. Donc, on a, je crois, 16 bâtiments à placer. On a un livret solution, parce que c'est un jeu qui est disponible en libre accès, donc il faut que les joueurs puissent trouver par eux-mêmes les solutions. Ce livret solution, il va permettre d'apporter pas mal de contenu pédagogique. En même temps, je vais vérifier si j'ai fait juste, je vais aussi pouvoir apprendre le nom de l'architecte, la date exacte, une petite phrase, il y a un petit texte de 5 lignes à chaque fois, c'est assez rapide. Et donc, les cartes du jeu, au recto, on a la photo du bâtiment ou du monument, et au dos, on a un indice. Donc cet indice, il va permettre de positionner le bâtiment sur la frise et de positionner les bâtiments les uns par rapport aux autres. Donc c'est un jeu qui en fait s'adapte très facilement sur plein de thématiques différentes. Nous, on a fait une version Marseille et donc je vais vous montrer comment on peut l'adapter en partant de en s'appuyant sur cette version Marseille qu'on a pu faire cette année. Donc pour adapter le jeu Archifreeze, il y a plein de thématiques différentes. Ça peut être soit on cible
une époque historique ou architecturale, si on ne veut pas partir sur toute la période de la préhistoire à aujourd'hui, comme sur le jeu initial, ça peut être l'architecture moderne, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Ça peut aussi, comme on l'a fait pour Marseille, s'adapter au patrimoine de votre commune, de votre département. Ça peut être aussi des types de bâtiments. Si par exemple vous travaillez dans un bâtiment religieux, un édifice religieux, vous pouvez le mettre en comparaison avec d'autres édifices religieux, d'autres édifices culturels, et ça permet aussi de comparer ce qui existe, le bâtiment avec ce qui existe à côté, ou ça peut être aussi des matériaux comme plusieurs bâtiments en pierre, des bâtiments en béton. Après, voilà, c'est à voir aussi en fonction de la thématique que vous avez envie de développer par rapport à l'endroit, si vous avez envie de parler d'un bâtiment ou du patrimoine de façon générale. Une fois que vous avez ciblé donc, cette thématique-là, la première chose, c'est de faire une sélection de bâtiments. Donc au départ, on part d'une grande quantité et ensuite, l'idée, c'est de cibler des bâtiments qui vont parler aux joueurs. Pas rentrer trop dans des fois des bâtiments qui sont très connus par les architectes ou par des conservateurs, etc. Alors c'est bien d'en avoir quelques-uns et puis c'est bien d'en avoir aussi qui vont parler très vite aux joueurs, comme par exemple, nous on a intégré le stade Vélodrome ou d'autres bâtiments, dès qu'ils vont le voir, les tours, la CMA-CGM, ou le musée du Mucem, par exemple, qui sont très connus à Marseille. Et ça va permettre aussi de rassurer le joueur quand il va avoir les cartes, de se dire ça je connais, je peux commencer à jouer, et puis il ne va pas bloquer directement en se disant je connais aucun bâtiment et j'ai pas finalement envie de jouer. Donc parmi tous ces bâtiments, en fait, il faut faire un tri, il faut arriver à une quinzaine de cartes. Donc nous, pour Marseille, par exemple, on a 14 cartes. Alors la version Marseille et la version que vous pouvez faire, elle n'a pas besoin du plateau de jeu. C'est un jeu qui peut jouer aussi. Nous, c'est vrai qu'on avait fait le plateau avec la frise pour placer les bâtiments, pour avoir un support, mais ça peut très bien se jouer sur une table et on place juste les bâtiments, les cartes les unes par rapport aux autres, comme d'autres jeux qui existent sur des frises chronologiques. Donc le jeu de Marseille, il n'a que 14 cartes et on a donc fait une sélection parmi tous les bâtiments sur ce qu'on voulait présenter. Alors cette sélection, on l'a aussi faite par rapport aux périodes. Donc, si vous prenez, par exemple, tout le patrimoine de votre ville, de votre commune, de votre département, c'est important d'avoir des époques très distinctes pour ne pas perdre aussi le joueur. Et puis, petit à petit, rentrer un peu plus dans le détail. Donc, nous, par exemple, sur Marseille, on parle de moins 600, donc c'est la création de Marseille, jusqu'au XXIe siècle. Et on a essayé à peu près, c'est pas toujours évident, mais de trouver à peu près des siècles très différents, avec des styles aussi très différents qui vont permettre aux joueurs de déjà facilement faire des catégories de ce qui est plus ancien, plus récent. Donc c'est aussi pour aiguiller le joueur dans tout ça. Donc éviter d'avoir, par exemple, on avait pas mal de bâtiments du 19e siècle, on a été obligé de faire un tri, même s'ils étaient tous très intéressants, on était obligé de faire un tri à un moment sur ce qu'on voulait présenter. Et là-dedans, l'autre indice, l'autre élément qui va arriver pour aider les joueurs, c'est donc les versos des cartes. Donc le recto, c'est ce qu'on voit ici, donc avec la photo, et derrière, donc on a un indice. Donc si vous voulez personnaliser le jeu, en fait l'indice, il va permettre de positionner le bâtiment par rapport aux autres bâtiments. Donc par exemple, si vous voyez les deux cartes qui sont à gauche, il y en a une qui dit que par rapport à la voisine de gauche, elle est construite peu de temps après la voisine de gauche, qui fait que c'est une des maisons les plus vieilles de Marseille. Et la carte qui était à gauche, c'est Hôtel de Cabre, qui est la maison la plus vieille de Marseille. Donc il y a des petits, faut réussir à trouver des petits indices, des petits mots qui vont permettre aux joueurs de se raccrocher en fait et placer finalement les bâtiments les uns par rapport aux autres. Et c'est aussi l'endroit où vous pouvez mettre des informations pédagogiques. Parce qu'on sait que, par exemple, dans le livret, on met de l'information pédagogique, mais on sait que pas mal de joueurs vont jouer, vont voir s'ils ont fait juste et ils ne vont pas forcément prendre le temps aussi de lire le petit texte. Et donc, finalement, si dans les indices, on a des informations pédagogiques sur une époque architecturale, sur une époque historique, sur le style, les matériaux, c'est à ce moment-là que le joueur il va être obligé de le lire parce qu'il va vouloir son indice pour placer le bâtiment. Donc, voilà, vous pouvez trouver dans ces petits indices-là, alors
faire en sorte que ce soit pas trop long non plus, mais c'est pas toujours facile. Mais voilà, donc ces indices sont assez importants en fait, et pour l'apport pédagogique et pour aiguiller le joueur à placer son bâtiment. Alors sur cette version-là, on n'avait pas écrit encore les noms des bâtiments. On a fait une autre version, on a écrit le nom du bâtiment au verso de la carte. Ça peut aussi aider le joueur de savoir le nom du bâtiment avant de lire le livret solution. Et pour terminer, vous avez dû le voir là sur Archifreeze Marseille et le Archifreeze aussi classique. Il y a des couleurs sur les cartes, sur le contour des cartes. Ces couleurs-là représentent des niveaux de difficulté et c'est pour d'une part s'adresser à différents publics. Par exemple, si des enfants, ils peuvent s'amuser à juste faire la frise chronologique avec les cartes jaunes. Adolescents, on peut faire par exemple jaune-orange, adultes jaune-orange-rouge. Et ça peut aider aussi à se dire dans un premier temps, c'est ce qu'on met dans la consigne, de dire dans un premier temps, je place les jaunes, ensuite les oranges, et au milieu de tout ça, on va rentrer un peu plus dans le détail et on va essayer de placer les cartes rouges. Donc c'est juste pour mettre des paliers en fait, de difficulté et que le joueur ne se retrouve pas avec d'un coup 16 cartes à placer sans savoir par où commencer. Donc c'est aussi un moyen de prendre un peu le joueur par la main pour l'aider sur le déroulé de sa partie. Donc c'est un jeu qui se joue assez rapidement, en 10 minutes la partie peut être jouée. Donc voilà, et le livret solution, donc on retrouve le numéro dans l'ordre de 1 à 14, la photo et un petit texte qui parle rapidement du bâtiment en quelques lignes. Donc, si vous souhaitez donc faire une personnalisation du jeu Archifreeze, sur le site de la ville en jeu, on vous a mis des tutos en fait et des modèles de cartes il vous reste juste à les compléter. Donc les cartes initiales, voilà à quoi elles ressemblent. Et donc les modèles qu'on vous a mis en ligne, ce sont ces cartes-là. Donc vous pouvez soit les imprimer, écrire à la main, coller à la main les photos, soit utiliser InDesign, Word ou d'autres. PowerPoint aussi. PowerPoint et LibreOffice Impress. Voilà, donc il y a le verso avec le texte et ici juste la photo à mettre et après un petit livret, n'importe quelle forme peut fonctionner. Alors pour vous montrer tout ça, donc dans la ville en jeu, vous allez dans ressources et dans aide à la conception. Voilà, vous avez dans créer ou adapter un jeu, il y a des jeux à personnaliser. Et donc voilà, vous retrouvez Archifreeze ici. Donc il y a des conseils pour télécharger, pour adapter le jeu. Donc c'est un peu ce que j'ai repris, tout ce que je vous ai dit ici, sous forme de PDF. Et ensuite, vous avez aussi donc, voilà, les modèles à télécharger sur LibreOffice, sur PowerPoint ou les PDF des cartes. Voilà, si vous cliquez dessus pour vous montrer. En même temps, alors attendez, on va voir qu'il y a des messages, mais on n'arrive pas. Ah, on ne voit pas, merci, d'accord. Ah, vous ne voyez pas le site web. Peut-être qu'il faut retourner votre par partage. Merci des indications, oui. Parce qu'on a du mal à. Alors, comment. Est-ce que là vous. En dessous, peut-être, je pense que peut-être partage, non? Nouveau partage? Ah, peut-être nouveau partage. Ah, voilà. Exact, c'est ça. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Ok. Merci. Donc, je reprends. Donc, vous êtes sur la ville en jeu, dans ressources. Et donc, dans ressources, aide à la conception. Descendez et vous avez des jeux à personnaliser. Ici. Voilà. Et donc, vous retrouvez donc Archifreeze. Ici, vous avez donc une fiche résumée qui reprend ce que je viens de vous présenter sur les conseils, sur comment on peut adapter le jeu, sur les thématiques, etc. Et ensuite, ici, vous avez donc le PDF avec les cartes vierges et vous avez aussi les modèles en LibreOffice Impress et en PowerPoint ici. Voilà. Et les règles du jeu en rappel avec le plateau
le plateau de jeu du jeu de départ. Voilà. Et après, vous avez Trivial Cité et un autre jeu aussi. Et du coup, j'ai peut-être remontré juste le jeu du défi des bâtisseurs, parce que vous n'avez pas dû le voir. Donc là, il faut aller donc dans Catalogue. Et dans Catalogue, vous descendez. Voilà, ici vous avez les défis des bâtisseurs. Lorsque vous cliquez dessus, donc vous avez la fiche de présentation avec quelques photos. Et là, vous avez donc pour se procurer le livret de solutions avec les 4 défis, nous, qu'on avait mis en place, avec les petites aides qu'on proposait aux joueurs quand ils jouaient en autonomie. Voilà. On va devoir du coup peut-être refaire le partage. Ok. Voilà, et donc voilà, ça c'est la petite fiche que vous pouvez retrouver en PDF sur le site internet qui reprend les questions des indices, les thématiques, les bâtiments à choisir, un petit peu tout ce que je viens de vous dire. On va passer donc au jeu suivant, donc le jeu Trivial Cité. Le jeu de Trivial Cité, donc pour se questionner en fait sur le thème qu'on veut. Actuellement, c'est sur son environnement urbain et bâti. Donc ça, c'est la version la première version qu'on propose, c'est-à-dire que c'est un jeu de questions. Les équipes vont en fait passer d'une question à l'autre. Ici, on a plusieurs catégories qui sont habiter, se déplacer, se détendre, travailler, enfin, des choses comme ça. Donc ça, c'était un jeu qui, à la base, avait été développé sur la ville en général, plutôt pour des adolescents. En tout cas, le principe reste le même, quel que soit le sujet qu'on va prendre. Donc on a des sous-rubriques et on passe de l'un à l'autre. Pour le moment, nous, on l'a développé pour qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un dé. On passe, quand on répond bien à une question, on va avoir le nombre de points qu'on a gagné. En fonction du nombre de points, on va avancer soit d'une case, soit 2, éventuellement de 3. Si on a mal répondu, on reste sur la case où on est. Donc là, plusieurs équipes vont jouer en même temps. Le principe de ce jeu de questions peut être adapté, comme le disait Laura tout à l'heure, en format plus grand public, événementiel, avec donc une roue qui tourne. On fait tourner la roue et en fonction de la couleur sur laquelle on tombe, ça correspond à une des catégories que vous pouvez voir ici. Et on va poser la question à l'équipe. Si elle sait répondre, elle gagne un point, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ludique, pour le coup, et très attractif d'avoir une roue qui tourne. Petite information au passage qui a son importance, c'est un plateau de fromage d'IKEA tournant que nous avions repeint, mis des clous, et donc c'est ça qui sert de roue. Donc c'est pas compliqué à fabriquer, et ça coûte pas très cher. Donc, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'on a quelque chose, donc comme on peut le voir ici, qui est attractif. Quand on est dans un événement, on le voit de loin. C'est vrai que la roue, ça donne envie de la tourner. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de voir comment on peut adapter les questions pour que c'est des questions qui soient adaptées à un événement familial et à un événement qui n'est pas scolaire. Donc, c'est quelque chose où on doit pouvoir s'amuser. Donc c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Et information importante, celui qui anime le jeu, c'est un animateur de la structure. Donc ça veut dire que ça fait une grosse différence parce qu'il connaît les réponses. Donc si c'est vous qui l'avez conçu le jeu, forcément vous savez les réponses, vous n'avez même pas besoin, s'il faut, sur vos questions, de mettre la réponse puisque c'est vous qui allez la donner. Un autre élément que je voulais ajouter là-dessus qui m'échappe. Quel est-il? C'est un lien avec l'animateur, je ne sais plus, c'est pas grave. Donc des exemples de thématiques. Donc on peut très bien faire un jeu qui ne parle que d'architecture contemporaine ou que de patrimoine ou qui parle de votre ville, de votre commune. Les couleurs des catégories, alors on peut simplifier. Là actuellement on en a fait 6, mais on aurait très bien pu faire 3 couleurs pour que ce soit plus simple. On peut avoir des catégories comme, par exemple, si on parle vraiment d'architecture, des questions plus orientées vers les usages, les habitants, d'autres des questions plus sur les fonctions ou sur les matériaux. Pourquoi pas les bâtisseurs ou les monuments en lien avec la thématique.
On a une case défi, ça on va y revenir, qui est un point qui peut être assez important pour dynamiser le jeu. Comment rédiger les questions? Alors, donc on est bien sur un jeu familial, donc potentiellement une famille vient avec des enfants, des adultes, et il va falloir avoir des jeux qui intéressent tout le monde. Le premier type de question, c'est un type QCM classique. On pose une question et on va proposer 3 réponses. Alors l'avantage, c'est que ça ne fait pas trop peur parce que c'est pas très compliqué. Alors, en fonction du niveau de difficulté de la question, mais en tout cas, on a une chance sur 3 de se tromper. Donc là, on a un exemple. Qui s'occupe de construire et d'entretenir les écoles primaires? Est-ce que c'est l'éducation nationale, la mairie, la région? Et si on gagne, donc là, par exemple, le +2 indique que s'ils répondent bien, on peut avancer dans la série dans le jeu de plateau, on va pouvoir avancer de 2 cases. Si vous le faites sous forme de roue, on gagne 1 point et puis c'est tout. Après, vous pouvez, pourquoi pas, dire qu'il gagne 2 points et la première équipe qui arrive à 10 points à gagner, pourquoi pas? Ça, c'est des choses à adapter. On a aussi fait des questions qui ne sont pas que des QCM, mais qui sont des questions un peu plus ouvertes. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des joueurs qui parfois, donc ils sont à fond parce que c'est un jeu, il faut gagner, donc ils sont passionnés par le jeu, mais parfois ils vont même pas réfléchir à la question, ils vont dire la première réponse un peu au hasard, ou deuxième réponse, sans savoir à quoi elle correspond. Donc c'est un peu dommage puisque le but c'est que ce soit pédagogique. Donc, c'est bien d'avoir quelques questions quand même de forme QCM, mais on trouve ça bien aussi de compléter avec des questions plus ouvertes. Donc là, par exemple, ça peut être, si tu étais maire, tu ferais des travaux pour améliorer quelle place de ta ville, de ta commune. Donc, on laisse quelques minutes pour réfléchir et on va lui demander de justifier. Donc, c'est aussi l'occasion, du coup, d'amener les publics à réfléchir, les participants aussi à leur environnement, comment leur point de vue sur leur ville, ça peut être intéressant. Nous, ces jeux-là, on s'en sert aussi pour avoir des discussions. Donc, ça peut être intéressant à un moment donné de relancer les autres joueurs, de dire est-ce que vous pensez aussi que cette place, elle a besoin d'avoir des travaux? Qu'est-ce qui ne va pas actuellement? Sans passer non plus 10 minutes sur la question, mais ça permet aussi de mettre des autres joueurs dans le coup et que ce ne soit pas chacun qui attend son tour pour répondre à la question. Donc là, ça peut être des choses très, très variées dans ce genre de questions ouvertes. Est-ce qu'ils vont gagner 1 point? En fait, oui, forcément qu'ils vont facilement gagner 1 point, à moins que ça soit complètement à côté de la plaque. Ça, c'est un autre exemple de question. Quels sont les outils de travail d'un architecte? Et là, on peut gagner, par exemple, 1 point par bonne réponse. Donc voilà, donc après, c'est à l'animateur aussi d'aider les participants à rentrer dans la question, à donner un peu faire un parallèle. Mais oui, un architecte, c'est comme un boulanger pour faire du pain. Qu'est-ce qu'il va utiliser le boulanger? Un architecte, il va aussi utiliser des outils. Qu'est-ce que ça peut être? Réfléchi. C'est un moyen de relancer pour que les participants répondent. Alors, on vous propose aussi, bien sûr, d'avoir des questions sur leur territoire. Pourquoi avoir des questions sur leur territoire? C'est que ça implique beaucoup plus les participants quand ça parle de leur environnement qu'ils connaissent. On va, donc, dans les exemples qu'on peut vous donner, donne le nom de 3 monuments historiques de ta commune, par exemple, du département, si on est sur une petite commune. Où peux-tu faire du skate dans ta ville, par exemple? Donc là, c'est une question plus ado. Dans quel quartier rêverais-tu d'habiter? Pourquoi? Là, on a encore, pour le coup, ça ouvre à beaucoup de discussions, mais en tout cas, ça permet tout de suite que tout le monde ait une réponse. Voilà, c'est pas les questions QCM. Le piège, c'est que si on ne connaît pas, si on ne connaît pas la réponse, on peut s'ennuyer. Là, tout le monde peut avoir quelque chose à dire. Tout à l'heure, on parlait d'une rubrique défis. En fait, on a petit à petit dans ces jeux-là rajouté des questions un peu hors format. Donc, on s'est amusé, nous aussi, à rajouter des questions un peu différentes. Et donc là, on a une question débat. Et donc là, toutes les équipes jouent. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde doit répondre à la question. Donc, on propose un mini-débat en posant... on pose une affirmation qui est assez clivante et on leur demande de se positionner. Donc, chaque équipe va devoir donner un argument, soit pour
en faveur enfin, pour répondre positivement ou négativement à la question, avec à chaque fois un argument. Donc là, c'est l'intérêt de ça. Là encore, c'est de faire participer tous les joueurs. Parce qu'autrement, si on a, mettons, 10 joueurs dans la partie, si chacun doit attendre son tour, c'est un peu longué. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme débat? Donc, ça, chacun choisit. On va faire, donc là, on a 2 exemples. On pose une affirmation qui est « on devrait interdire de construire des tours dans notre commune ». Et donc, chacun dit « oui, je suis d'accord » ou « non, je ne suis pas d'accord » ou « je suis entre les deux ». Donc, chaque équipe va devoir donner un argument dans un sens ou dans l'autre. Et ils s'écoutent et les uns après les autres, ils vont donner un argument. Peut-être que quand il n'y a plus d'arguments, bah, c'est l'équipe qui a perdu. Donc, j'ai fait un deuxième exemple qui va plus impliquer les enfants. Il faut interdire les jeux d'enfants sur les places. Et on va avoir aussi des réactions très contrastées. Donc, c'est un exemple. On n'est pas obligé. Après, tout ça, c'est des propositions en fonction de si on est à l'aise ou pas d'animer des débats. Si, bien sûr, c'est quelque chose avec lequel vous sentez que vous ne savez pas trop comment vous pourriez l'animer, bah, vous ne les mettez pas, bien entendu. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, ça y est. C'est qu'en fait, on a dans le jeu qui est déjà existant, Trivial Cité, on a beaucoup de questions qu'on a rédigées nous. Rien ne vous empêche de récupérer des questions existantes, des choses qu'on a rédigées, et de personnaliser que quelques questions. Voilà. C'était important. Dans la catégorie encore défis, on vous propose d'autres types de défis. Alors, des questions de faire deviner des mots aux autres membres de son équipe. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu Time's Up, c'est dans le même esprit. Donc là, c'est exactement ce qui est écrit dans la première carte. Tu as 40 secondes pour faire deviner à ton équipe le maximum de mots. Donc là, j'ai mis des mots un peu au hasard. Architecte, tour Eiffel, béton, monument, brique. Bien sûr, le but du jeu, c'est qu'ils n'ont pas le droit de dire le mot ou un mot de la même racine. Et en 40 secondes, ils vont essayer de les faire deviner. Donc ça s'adapte très facilement des mots à la thématique que vous voulez, en faisant attention de faire des choses qui ne soient pas trop difficiles et un peu diversifiées. La carte du milieu, c'est la même chose, mais mettons qu'un enfant soit non-lecteur, donc il ne pourrait pas faire deviner les mots parce qu'il ne pourrait pas les lire. Donc là, on peut très bien mettre un dessin et l'enfant doit faire deviner le mot mur, en l'occurrence, ou brique s'il faut, aux membres de son équipe. Du coup, un petit qui n'est pas lecteur peut aussi participer à ce type de jeu. Enfin, on a une carte mystère. Alors ça, on ne l'a pas encore testé, mais je pense que ça peut bien fonctionner. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir potentiellement un objet qui est en rapport avec la thématique du jeu. Mettons que vous soyez une abbaye et que, dans le cadre des Journées du patrimoine, vous vouliez faire découvrir l'abbaye. Ben, pourquoi pas avoir un livre, donc là on a pris un livre dans le mur, où on peut dire... Ben, voilà, on apporte un objet, et c'est un objet mystère, donc on doit dire, par exemple, d'après vous, quel est le lien entre ce livre et l'abbaye? Donc ça peut être, voilà, ils doivent réfléchir. Donc on peut, par exemple, demander aux enfants de répondre dans un premier temps, parce qu'autrement, on risque d'avoir un adulte qui va donner tout de suite la réponse, et forcément, ça va être moins rigolo. Donc ça peut être ça peut être aussi profiter de l'espace où vous êtes pour faire... un jeu sur les matériaux, donc en disant par exemple, vous touchez vous-même un mur, en devinant, vous devez demander aux enfants de deviner en quel matériau il est. On peut se servir aussi d'objets, ça peut être, du coup, ça permet d'avoir plein de sens différents, de ne pas être que dans les coups, de pouvoir aussi être dans l'observation, dans le toucher. On peut demander aux enfants de venir le toucher. Enfin, on peut imaginer sur ce principe de on gagne un point quand on a une bonne réponse, utiliser plein de supports différents. En fait. Pourquoi pas la musique, écouter des extraits sonores, des bruits d'engins de chantier, des bruits de la ville. Enfin, on peut faire plein de choses. Alors, les recommandations qu'on peut vous faire. Sur la rédaction des questions, c'est une question qu'on avait déjà un peu abordée la dernière fois. Comment on est sûr que ce soit adapté aux tranches d'âge? Bon, après, c'est aussi l'habitude qui va petit à petit vous amener à être plus juste du premier coup. C'est sûr que veillez bien, comme c'est un jeu qui est pour les familles, d'avoir des questions qui, en fonction du public que vous ciblez, soient adaptées.
on va y revenir tout à l'heure. On l'a vu, là, on a des questions qui sont pour les enfants, d'autres qui sont pour les adultes ou même des ados. Faites attention quand c'est une question qui est ciblée enfant, de ne pas mettre des mots de vocabulaire qui sont trop compliqués. Vous allez vous entraîner aussi à faire des formulations qui soient les plus simples possibles, parce que lire une question à l'oral, quand la question, comme celle de gauche, est trop longue, déjà rien que quand vous la formulez à l'oral, arrivé à la fin de la question, on ne se rappelle plus trop ce qu'il y avait au début. Et bon, quand on n'a pas la question sous les yeux, comme le public, c'est compliqué. Donc, faites des questions courtes, quitte après à rajouter un peu des éléments, mais puisque c'est vous qui allez l'animer, donc vous pouvez compléter après. Et faites attention aussi, soit au vocabulaire trop compliqué, soit à des questions qui sont trop vagues. Dans la question « Un édifice occupe une place particulière dans la ville, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ?» Ben, je suis quasiment sûre que même un adulte ne sache pas trop finalement quelle est la question. Une place particulière, ça veut dire quoi, même si on peut le préciser après à l'oral. Donc, il faut quand même faire attention à avoir des formulations qui soient plutôt précises. Donc, comme je le disais juste à l'instant, effectivement, on peut faire attention à avoir des questions qui s'adressent à des enfants. Bon, là, enfants non lecteurs, on est allé un peu fort. On n'est pas obligé d'avoir toutes les questions qui sont adaptées aux non lecteurs. Mais en tout cas, pourquoi pas avoir quelques questions pour les non lecteurs, parce que les familles peuvent venir avec des tout petits. Donc, les questions sur les objets, sur les matériaux, ça peut être bien sur les choses simples pour les plus petits. En tout cas, d'avoir voilà, quelques questions qui s'adressent un peu à différents types de publics. C'est vrai que les adolescents, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'un adolescent, bon, on sait c'est difficile à motiver, et ça va être beaucoup plus facile de l'impliquer quand on lui pose des questions sur ses pratiques à lui. C'est pour ça qu'on a la question, par exemple, où peux-tu faire du skate dans ta ville? A priori, ça va être plus engageant pour lui que de nous donner 3 monuments historiques, hein, ça c'est certain. Pour les adultes, on peut avoir du coup des questions un peu plus pointues qui va aussi les stimuler, parce que si c'est que des questions super simples, les adultes vont avoir du mal à rentrer dans le jeu. Autre élément, les thèmes des questions, le but là, c'est pas de vous faire plaisir à vous, c'est de trouver des thèmes qui intéressent aussi les publics. Donc, on est d'accord qu'on va essayer de mettre dans les questions des questions un peu plus, à un moment donné, poussées pour leur apprendre des choses, hein, c'est bien l'objectif. Mais si on n'a que des questions pointues que seuls des architectes ou des spécialistes des bâtiments peuvent comprendre, on les perd très très vite, quoi. Donc, que signifie le sigle LHI? Ça va être compliqué. J'ai une autre question aussi qui est: un parvis ressemble à une place, quelle est leur différence? Voilà, c'est des questions qu'on a nous développées, mais qu'on utilise dans le cadre d'un atelier, d'un jeu qu'on utilise pour des ateliers scolaires qui sont encadrés par l'enseignant. Donc là, c'est pas du tout la même chose que quand on est sur un événement familial, où on vient passer un bon moment et même si on peut réfléchir, et c'est le but aussi des petits débats, des choses comme ça, mais en faisant attention de ne pas avoir des choses qui peuvent faire, c'est pas peur, mais en tout cas les repousser, quoi. Un peu scolaire. Ou un peu scolaire. Tout ce que je viens de vous présenter, on l'a mis en ligne, donc vous pourrez retrouver le support en ligne avec ces conseils-là. Là encore, on a mis sur notre site internet des modèles de cartes que vous pouvez personnaliser. Après, vous voyez, c'est pas, le public l'a pas entre les mains, les cartes, donc vous pouvez même faire sur Word des questions, c'est pas, enfin, le graphisme, il me semble, pour un événement, ne va pas être forcément important. Je pense que pour la question des formulations des questions, je reviens un tout petit peu en arrière sur comment on formule bien des questions. Déjà, vous vous entraînez, c'est-à-dire que vous écrivez vos questions, vous les lisez à vos collègues ou même à des enfants que vous avez dans votre entourage. Vous allez voir tout de suite quand ils décrochent. Donc, c'est un peu aussi une question de test et d'habitude. Je vois qu'il est 44 et je me dépêche. Alors, des astuces pour l'animation du jeu, c'est important, il faut qu'on s'en parle. Alors, on l'a vu, on est parti sur le principe qu'il y avait des questions en fonction des tranches d'âge. Dans les catégories tout à l'heure, pourquoi pas
finalement, je suis en train de me dire, je n'avais pas pensé, mais les catégories de couleurs peuvent être très bien par tranche d'âge. Pourquoi pas? Après, si vous vous retrouvez avec le groupe qui est devant vous et essentiellement des enfants, ça n'aura pas de pertinence. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir, avant de démarrer la partie de jeu, de séparer les questions enfants et adultes, que ce soit par couleur. Quand vous animez le jeu, vous allez plutôt piocher dans un tas ou dans l'autre en fonction du public qui est là. Donc, si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez beaucoup poser des questions enfants, sans avoir à les trier en permanence, elles seront déjà en deux temps. Donc ça, c'est un premier conseil. Créer l'ambiance d'un jeu comme à la télé. Mais oui, c'est important. Si vous voulez que le public rentre vraiment dans le jeu, il faut que vous soyez vraiment dans le jeu avec... sans avoir un micro, mais en tout cas, vous pouvez se dire bonjour, on est très content qu'on ait autant de joueurs aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle partie de jeu, on va voir qui c'est qui est le plus fort. Enfin bon, j'exagère, mais en tout cas, si vous mettez vraiment dans une posture de on va s'amuser, on va passer un moment sympa ensemble, vous allez voir que le public va suivre plus facilement. Bon, après, il ne faut pas que vous fassiez violence, hein, c'est-à-dire que si vous ne le sentez pas, ne vous forcez pas non plus, mais c'est voilà, éventuellement avoir quelques petits accessoires qui font plus jeu, je ne sais pas lesquels, je n'ai pas réfléchi, mais en tout cas, ça aide beaucoup les participants à rentrer dans le jeu. Ce qui se passe souvent quand on fait un jeu comme celui-là, peut-être qu'au début, on commence et il y a 2-3 joueurs. Ce n'est pas grave, on démarre la partie. Et puis, on peut très bien, on dit quand les personnes qui approchent, qui sont un peu curieuses, mais venez vous aussi. Et puis, petit à petit, votre équipe, qui au début avait qu'une personne, vous avez 2 équipes d'une personne, petit à petit, ils sont 2, 3, 4, c'est pas grave. Et comme ça, on continue la partie avec de plus en plus de monde. Puis, à un moment donné, on s'arrête. Puis, après, quand vous referez une partie, vous verrez s'ils veulent recommencer ou si vous partez avec des nouveaux joueurs. C'est bien de ne pas séparer les familles parce que ça peut les intimider. Mais ça, je pense que spontanément, les familles vont rester ensemble. Le rôle de l'animateur est important parce que vous allez pouvoir vous adapter le jeu en fonction de comment ça se passe. Si effectivement, vous voyez que les enfants ne comprennent pas les formulations, parce que même si vous pensiez qu'elles étaient super simples, finalement, ce n'est pas tant que ça, l'animateur il va pouvoir reformuler, donner des exemples. Donc ça, c'est l'avantage que ce soit vous qui animiez le jeu, enfin quelqu'un de l'équipe. À vous aussi, effectivement, de donner la parole à tout le monde. Donc, de temps en temps, les plus timides, peut-être, leur poser une question qui est simple, pour ne pas les mettre en difficulté, mais essayer que ce ne soit pas toujours les mêmes, les grands joueurs, parce qu'il y en a toujours qui vont toujours prendre la parole. Mais ça, c'est des techniques d'animation classiques. Si vous faites des débats, faites attention à ce que les débats ne dérapent pas non plus trop longtemps. Et dans ces cas-là, aussi, à un moment donné, ça devient, les adultes font de la politique et sont en train de remettre en question toute la politique de votre commune, de votre département, vont peut-être dire, en même temps, c'est un jeu, hein, donc on va peut-être revenir sur les jeux, puis je pense que les enfants, à un moment donné, ont envie de passer d'autres questions. Bon, voilà, veillez à ce que ça ne parte pas en débat politique. Dernière astuce, et comme ça, après, on vous laisse poser des questions. Entre 2 parties, parce qu'on vous invite à en faire plusieurs dans la journée, en faisant des pauses, parce que ça demande quand même de se reposer un peu. Faites le tri, hein, si vous voyez qu'il y a des cartes qui n'ont pas du tout marché, que les gens ne comprennent rien, vous les enlevez. C'est pour ça qu'il faut mieux en avoir peut-être un petit peu plus pour que la partie suivante se passe plus facilement. Voilà, donc là on vous a présenté 2 jeux adaptés, mais vous verrez que sur le catalogue, il y en a plein d'autres qui sont intéressants. Le principe des jeux de cette famille, finalement, avec le patrimoine local, peut très bien aussi être adapté. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait, ça fonctionne bien. Et le jeu Vocaville Bon Jargon, là c'est plus le principe d'un Time's Up, où vous faites deviner des mots de vocabulaire. Et ça aussi, ça marche très bien, c'est très ludique, c'est vrai que c'est plutôt pour des publics lecteurs, donc plutôt ados, adultes, que des enfants, mais ça fonctionne bien. Nous avons fini nos présentations, il est déjà 49. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de poser des questions. Ce qui est le plus simple pour nous, ça serait de vous les posiez par écrit dans la conversation. Et il y a déjà une question. Alors, je vais peut-être enlever le mail pour nous remettre à l'écran. D'abord, on se remet à l'écran. Ouais. Tout à fait. Très bien.
Donc, il y a une question sur les fournisseurs à conseiller pour le matériel utilisé dans le défi des bâtisseurs. On a le... Oui, je vais chercher. Alors nous, en fait, ce que vous pouvez voir sur la fiche du catalogue et les images aussi qu'on vous a mises dans le diaporama, nous, on est passé par Lacoste. Voilà. Normalement, c'est pour les enseignants. Donc, ils ont plein de matériel différents et ils ont pas mal de briques de jeux. Donc, nous, on avait commandé, je crois, 4 lots, quelque chose comme ça, pour en avoir quand même une assez grande quantité, parce que sinon, on est très vite limité sur les défis. Donc, nous, c'est vrai qu'on était passé par eux, on en avait trouvé quand même. Il y avait eu d'autres options, je ne me rappelle plus sur quel autre site, mais... Oui, il y avait des jeux de mémoire, oui. on doit voir ça. Petite précision sur les briques, parce que vous pouvez aussi le faire avec des cartons de déménagement, hein, pourquoi pas, mais dans ce cas, c'est des plus grosses proportions. Que ce soit des briques de jeu ou des cartons de déménagement, ça crée beaucoup d'excitation chez les enfants. Donc, si vous utilisez ça, c'est bien qu'il y ait un animateur qui soit pas très loin pour calmer le jeu, si on peut dire. Les caplas, pour le coup, il n'y a pas le problème. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien. C'est moins excitant. Voilà. Et il y a plein de marques qui ne sont pas caplas, qui coûtent moins cher. Donc, c'est une possibilité. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Alors, est-ce qu'il est possible de recevoir le support de présentation? Oui. La plupart des éléments, enfin quasiment tous les éléments, sont déjà en ligne sur la fiche personnaliser votre jeu. Donc, a priori, c'est déjà en ligne. Si maintenant vous voyez des choses qui manquent, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vous rajoute des éléments. Oui, non, a priori, tout ce qu'on a présenté est déjà en ligne sur la ville en jeu. Petite précision, on a enregistré normalement aujourd'hui le webinaire, ça a dû fonctionner. Donc, on le mettra aussi en ligne accessible, enfin, que ce soit accessible. Le premier webinaire, malheureusement, l'enregistrement n'a pas fonctionné, parce que c'est une question qui nous a été posée. Donc, on ne l'a pas en ligne, malheureusement. Mais par contre, vous avez dû le recevoir, pour ceux qui n'étaient pas là au premier. Sur le catalogue, sur la ville en jeu, le site internet, il y a un résumé de tout ce qu'on a pu dire, qui a été mis en ligne aussi sur comment animer des jeux pour les journées du patrimoine ou le JNA. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on vous invite à les écrire dans la conversation. Après, si quelqu'un veut prendre la parole, c'est bien sûr possible. Dans ce cas-là, il faut que vous fassiez dans l'onglet participants, tout en bas, il y a lever la main. Et dans ces cas-là, on ouvre la vidéo, le micro pour que vous puissiez prendre la parole. Alors, où peut-on trouver une frise chronologique? Alors, la frise que nous, on a utilisée, vous pouvez l'avoir en PDF. Elle est donc soit dans les ressources, soit dans la fiche catalogue Archifreeze via la version print and play. Donc en fait, vous avez le jeu. Alors on l'a découpé en A4, mais vous pouvez, si vous avez la possibilité, reformer le grand format, soit imprimer sur des A4 et vous avez votre support. Et vous pouvez garder que la partie haute. Enfin, vous pouvez l'adapter aussi si vous avez envie de partir de ça et de le transformer. Vous pouvez aussi le faire. Une autre précision, et après je vois qu'il y a d'autres questions, que ce soit Archifreeze, vous pouvez plastifier les cartes et dans ces cas-là le nettoyer parce qu'avec les mesures sanitaires, vous pouvez très bien passer un coup de désinfectant sur les cartes si elles sont plastifiées. Donc ça, s'il y a encore des mesures sanitaires, c'est pas un problème. Et vous l'avez vu sur le jeu Trivial Cité, si c'est une roue à tourner, effectivement, on peut donner éventuellement du gel avant qu'il tourne la roue. Mais autrement, c'est vous qui avez les questions en main, donc il n'y a pas de problème de manipuler. Et s'ils doivent toucher le mur, ils se lèveront les mains avant aussi avec du gel hydroalcoolique. Alors,
le résumé du précédent webinaire. Alors, je peux faire ouais, on va vous montrer où il est. Alors, on va partager l'écran en bas. Donc, le résumé du premier webinaire se trouve donc, sur notre site internet dans la rubrique ressources, dans aide à l'animation, dans les fiches conseils, ouais, proposer des jeux pour un événement GEP-JNA. Donc là, vous avez tout ce qu'on a, le résumé de tout ce qu'on a pu dire la dernière fois. Voilà. Pour revenir donc aux questions, faire arrêter. Est-ce qu'on a déjà testé ces types de jeux avec un public scolaire? Collège pour Archifreeze. Collège pour Archifreeze. Donc j'ai déjà fait avec une classe de collégiens sur le Archifreeze Marseille. Donc ça avait très bien marché. Donc j'avais fait 5 groupes. Donc ils étaient 4-5 par groupe à chaque fois. Et ça avait bien fonctionné parce qu'ils connaissaient déjà pas mal de bâtiments sans connaître forcément leur nom, mais ils étaient passés à côté. C'était intéressant parce que du coup, ils discutaient aussi de oui, tu te rappelles pas, il est à cet endroit à côté de tel bâtiment. Donc, ça avait bien fonctionné et ils n'avaient pas la frise chronologique sous les yeux. Donc, c'est vraiment, ils avaient juste les cartes et ils plaçaient les cartes dans l'ordre avec les indices. Et Trivial Cité, on l'a fait avec on l'a fait lors d'événements. Il y a Métropolis, qui est un jeu un peu équivalent développé par le CAE de Haute-Garonne, qui a fait l'objet d'ateliers. C'était avec des adolescents, me semble-t-il, et ça fonctionnait bien aussi. La formation prévue au printemps a été reportée en juillet. Est-ce qu'elle sera reportée au final? Alors, c'est les rencontres La Ville en jeu. Donc, c'est reporté au printemps. On attend encore les dates qui seront fixées par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille à Paris et qui est partenaire. Ils ne sont pas que accueillants et on le fait ensemble. Donc, on attend de leur part des nouvelles propositions de dates. Ils ont essayé d'y voir clair sur leur planning, mais ce sera donc au printemps. Mais ce qui n'empêche que d'ici là, effectivement, pour répondre à votre question, finalement, le format des webinaires, nous, on trouve ça aussi intéressant. Donc, on en fera d'autres dans l'année pour d'ici les rencontres qui sont beaucoup décalées. On a l'information que Archifreeze avec DCM2 fonctionne bien, super, c'est une bonne information à savoir. Avec un public empêché, je ne sais pas, ben si, sur le Trivial Cité, oui. On a alors, le public empêché, j'ai un doute sur. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est le public empêché? Parce que j'ai peur de répondre à côté de la plaque. Je vous laisse nous écrire un commentaire. Un handicapé. En fait, oui, enfin, non, on n'a pas testé particulièrement, mais alors après. Tout dépend du handicap, en fait. J'ai du mal à répondre à la question, c'est-à-dire que je pense qu'il faut à vous d'adapter les connaissances requises en fonction du handicap. Si c'est visuel, forcément, trivialité avec des questions posées à l'oral poseront aucun problème. Si on est sur des publics qui ont des handicaps visuels, on va favoriser peut-être des questions. Je viens de le dire en fait, je m'embrouille. Non, mais le toucher peut être aussi du coup intéressant. Si on a des problèmes, qui ont des problèmes d'audition, on va l'écrit, ce sera parfait pour Archifreeze. Donc voilà, je pense que ça dépend. Non, nous, ce qu'on a pu tester, mais c'est pour ça que c'était pas le public empêché, on a fait le jeu Trivial Cité avec la roue dans des quartiers prioritaires. Donc ça, on l'a beaucoup utilisé avec des formulations qui sont voilà, adaptées aux différentes tranches d'âge. Mais ça a beaucoup de questions sur les quartiers des enfants et ça fonctionne très bien. Alors, Merci, oui. D'accord. Effectivement, donc merci, c'est gentil de nous faire part d'erreurs sur le titre du fichier PDF pour Archifreeze. On va le corriger. Il est 15 h, est-ce que vous avez encore une ou deux questions?
Apparemment, non. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour en tout cas, vos messages de remerciements. Ça nous va droit au cœur. On vous souhaite une bonne fin de journée. On vous avertira du prochain webinaire. Juste, si vous vous lancez donc, pour les GEP ou les JNA de faire des jeux, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à nous solliciter pour nous poser des questions. Et puis, éventuellement, on peut aussi faire une petite séance de travail, s'il faut, entre personnes qui ont développé des jeux pour partager entre nous nos réflexions. Voilà.